Bonsoir Nelly de Dillon. Vigile avancé, bonsoir. Bonsoir Alphonse Poïsoulé. Bonsoir à vous, Vigile avancé, bonsoir à tous. Un rapport de l'IGF, l'Inspection générale des finances, trouble depuis quelques jours l'actualité et concerne la Sénat, l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin. Pour certains, ce sont les prochaines élections qui se jouent ainsi, notamment le contrôle de l'institution. En tout cas, les faits relevés par l'IGF sont assez lourds. Nous avons ce soir un invité, Clotaire Olihide, ex-agent SAP Sénat, secrétariat administratif permanent de la Sénat. Bonsoir Clotaire. Bonsoir Monsieur Avancé. Vous êtes expert électoral. Vous faites partie de ces 33 agents remerciés il y a quelques mois par l'institution dirigée par Emmanuel Tiando. Depuis ce temps que depuis ce temps-là que vos dénonciations seraient parties, entre autres, vers le ministère des Finances, des dénonciations qui auraient débouché sur l'audit en question. Vous qui avez pris connaissance du rapport de l'IGF, que contient-il globalement? Merci Monsieur Avancet. Je salue d'abord tous les auditeurs de Soleil FM. Comme vous l'avez si bien dit, je suis un des anciens agents du SAP Sénat qui ont été remerciés par l'équipe Tiando en 2016. Et si vous vous souvenez à l'époque, notre renvoi notre renvoi de la Sénat avait fait l'objet de certains remous parce que nous avions estimé ce renvoi irrégulier et abusif. Et à l'époque, nous avions saisi un certain nombre de structures, de certaines irrégularités que nous avions constatées, puisque nous étions à la Sénat pour la plupart d'entre nous depuis au moins 10 ans avant qu'on ne nous fasse partie en 2016. Et donc l'équipe Tiando est venue nous trouver en place. Et pendant au moins 2 ans, c'est-à-dire de 2014 à 2016, nous sommes restés dans la maison. Nous avons été utilisés au début pour permettre à ceux qui ont fait venir de prendre un peu la main. Et puis, donc, dans cet intervalle, nous avons eu le temps de constater un certain nombre de choses, et au nombre desquelles certaines irrégularités dont nous avions fait cas dans un courrier que nous avions adressé effectivement au ministère des Finances. En fait, Tiando vous renvoyait et vous lui portiez un coup. Vous me renvoyez, je vous dénonce. Non, c'est pas ça. En vérité, c'est que on disait à l'époque, lorsqu'on passait sur les chaînes de radio, les plateaux de télé, qu'il y avait beaucoup de choses que nous ne pouvions pas exposer sur la place publique à ce moment-là, parce que vous pouvez constater des choses et ne pas être capable d'aller à certaines conclusions. Ne pas apporter les preuves. Ne pas pouvoir apporter les preuves. Donc, nous, ayant fait certains constats à l'époque, on avait dit à l'époque aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sous-tendent cette décision de la Sénat, mais que nous ne pouvions pas encore faire sortir. Donc, ces choses-là en faisaient partie. Donc, nous, n'ayant pas les prérogatives de mener des investigations, eh bien, nous avons envoyé nos constats acquis de droit et cela a abouti à ce que vous avez vu, ce que vous voyez depuis quelques jours. Et je voudrais donc profiter de votre micro pour dire que, en fait, ce qui a abouti au rapport de l'IGF qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, c'est cette dénonciation que nous avons faite et non pas autre chose. Donc, ce n'est pas le pouvoir qui allait de lui-même fouiller pas du tout, la pas gestion du de tout. Tiando. Ça, je peux en parler parce que je fais partie des ex-agents du SAP Sénat qui s'étaient constitués en collectif et qui avaient pris l'initiative de saisir le ministère des Finances. Donc, c'est suite à nos dénonciations que l'IGF a mis en place une commission qui allait investiguer. Évidemment, cette commission ne pouvait pas s'arrêter juste à nos dénonciations. Elle est allée plus au fond, mais tout est parti de notre dénonciation. Vous avez même été écouté par cette commission? Absolument, absolument. La commission nous a écoutés, puisque c'est nous qui l'avions saisi. La commission nous a reçus et nous a écoutés il y a quelques mois, parce que notre dénonciation date de fin 2016 et la commission a été mise en place début 2017. Donc cette commission a travaillé quand même pendant plus d'1 an et au cours de son travail, cette commission nous a écoutés. Elle a cherché à avoir plus de précision par rapport à ce que nous avions dit. Nous avons donné celle que nous avions. Et pour le reste, donc, la commission même s'est chargée du reste. Donc, en tout cas, pour nous qui avons été acteurs de ce qui se passe, nous pouvons dire que, en tout cas, pour ce que nous avons, le pouvoir n'a rien à voir. Les faits à présent, que révèle le rapport? Alors,
Nous, à l'époque, nous avions donc soulevé un certain nombre de questions. La première et la plus importante, c'était cette affaire de frais de souveraineté. Parce qu'en 2015, entre les élections législatives et la présidentielle, le ministre des Finances de l'époque, le ministre Kwame Kouché, avait envoyé un courrier au président de la Sénat où il disait qu'il mettait à la disposition des membres de la Sénat un montant de 325 millions correspondant à ce qu'il avait appelé dans son courrier frais de souveraineté. Et dans ce même courrier, il avait déjà prévu la clé de répartition des 325 millions. 100 millions pour le président, 50 millions pour les autres membres et 25 millions pour la SEP-Sénat, la secrétaire exécutive permanente. Vous qui étiez à la Sénat depuis des années, en tout cas avant l'avènement donc de ces membres de la Sénat, est-ce que ça existe? Ça ne s'est jamais passé. Et c'est justement pour cela que nous avons été gênés. Ça ne s'est jamais passé. Et laissez-moi vous dire que depuis 2014, que les membres de la Sénat actuellement ont été installés aussi, il n'y a eu qu'en 2015 où cela a été fait. Après ça, ça ne s'est plus jamais passé. Donc, il n'existe pas dans la pratique de la Sénat les frais de souveraineté. Ni dans la pratique, ni dans les tests, puisqu'il y a un budget qui est exécuté. Lorsque vous prenez également le budget, vous ne verrez nulle part dans le budget de la Sénat frais de souveraineté. Et ça ne s'est jamais passé. Ces 325 millions, c'était en quelle période exactement? C'était à quelle date? On peut situer? Le courrier est venu à la Sénat, je crois bien, vers septembre ou octobre 2015. Octobre 2015, oui. Donc après les législatives. Après les législatives. Et l'argent même est venu en décembre. À quelques mois de la présidentielle. Absolument. Et l'argent même est venu en décembre. Donc je peux dire que les membres de la Sénat ont eu cet argent en décembre 2015, à quelques mois de la présidentielle. Et cela ne correspondait à rien du tout. Autre chose. Et ça fait partie de ce que la commission de l'IGF a relevé. Et les écritures qui ont été passées dans le cadre de cette somme-là aussi, en fouillant, les membres de la commission ont constaté que c'était difficilement traçable. Il y a eu des écritures irrégulières, les états sur lesquels ceux qui ont perçu cet argent-là également émargé, sont des états irréguliers. Autre chose dont nous avions parlé aussi, c'était les primes de plénière que s'octroyaient les membres de la Sénat. Mais ça là, c'est prévu dans le budget. Mais les montants que chaque acteur doit percevoir sont également prévus, ainsi que les catégories d'acteurs qui doivent percevoir ces montants-là. Et donc, nous avions constaté qu'il y avait une pléthore de plénières qui se faisaient et nous avions appris que tout cela était pris en charge. Est-ce qu'au moins les plénières se faisaient, ça se tenait? Bien entendu que les plénières se faisaient. Et dans la pratique, tant qu'il a plénière, il a de primes, non? Malheureusement, non, parce que les textes ont encadré le nombre de plénières. Que disent les textes? Au regard des textes et au regard du budget de la Sénat, les membres de la Sénat doivent faire un certain nombre de sessions. Et pour faire les sessions, il faut une décision du président de la Sénat qui ouvre la session et qui clôture la session. En 2015, il y a eu deux décisions. Vous parlez du temps ordinaire ou même en temps d'élection, c'est comme ça? En temps ordinaire. Même en temps ordinaire. Lorsqu'il doit y avoir session. Parce qu'en temps d'élection, selon le flux d'activité, les types d'activités, les types de situations extraordinaires. Bien sûr. Mais même en temps ordinaire, il peut y avoir des sessions. Et ces sessions doivent faire l'objet de décisions du président de la Sénat. Et au regard des investigations de la commission, le président de la Sénat, en 2015, a pris des décisions pour fixer 2 sessions ordinaires qui ont duré 4 mois chacune. Au total, ce qu'il a été dit, les décisions du président de la Sénat ont fait ressortir qu'il y a eu 96 jours de plénière. Ça, c'est ce que le président de la Sénat lui-même a reconnu par sa signature sur 2 décisions différentes. Mais la 3e décision qui autorise le décaissement des frais pour payer ces plénières fait, lui, plutôt état de 105 jours. Donc, il y a une différence entre le nombre de jours qui figure dans les décisions de tenue des plénières et le nombre de jours finalement payés. Et les investigations de l'IGF ont montré également que les montants prévus, le nombre de plénières tenues et la période dans laquelle cela s'est passé ne correspondaient pas à ce qui était prévu. Et en faisant les calculs, en faisant les réajustements, la commission est parvenue à constater qu'il y a eu une marge de 20 350 000 francs de plénières qui ont été payées
de façon irrégulière. Il y a également un aspect, l'aspect des dépassements budgétaires. La Commission s'est rendue compte qu'en 2015-2016, pour les consultations électorales, il y a eu de nombreux dépassements budgétaires. En dehors des rubriques liées au paiement des agents électoraux et à la communication, dans toutes les autres rubriques, il y a eu des dépassements. Et en faisant le point des dépassements, la Commission arrivait à voir à 3 625 716 012 francs de dépassement en 2015. Et ça peut être justifié par quoi ça? Voilà. Et ce dépassement, le président, les membres de la Sénat a fait une communication en Conseil des ministres pour expliquer ce qui a occasionné ces dépassements. Et le Conseil des ministres a fait le décaissement pour pouvoir combler les dépassements. Le Conseil des ministres, celui du président Bouni Yahi. Absolument, absolument. Parce que le dépassement a été constaté par rapport à ce qui était prévu dans le budget, bien évidemment. Et donc, ils ont écrit et le gouvernement à l'époque a comblé ce dépassement-là. Mais entre le moment où la Sénat a signalé le dépassement de 3 milliards et quelques et le moment où les fonds ont été mis à disposition, un autre courrier du président de la Sénat est encore parti au ministère des Finances pour faire état d'un autre dépassement qui avait été oublié dans le premier courrier. Ah bon? Oui. Mais ça, c'est un dépassement d'environ 19 milliards. Mais là, le gouvernement n'a pas... 19 millions, s'il vous plaît, plutôt. Mais là, le gouvernement n'a pas comblé ce deuxième dépassement-là. Donc, ce qui fait que ce deuxième dépassement, on ne sait pas trop comment ça a été finalement réglé. L'autre chose importante que je pourrais signaler, c'est les irrégularités constatées dans les procédures de passation de commandes publiques. Et spécialement en ce qui concerne la confection des bulletins uniques au deuxième tour. À ce niveau également, la Commission a remarqué des irrégularités. Lorsque la Commission a cherché à voir les entreprises, les imprimeries qui ont été consultées, eh bien, elle s'est rendue compte que dans la lettre d'invitation, puisque c'est des consultations restreintes qui se font, la lettre d'invitation qui a été envoyée aux imprimeries le 11 mars 2016, dans cette lettre d'invitation, puisque la Commission a vu la lettre d'invitation de l'imprimerie Tourné et de l'imprimerie Top Offset. Et dans cette lettre d'invitation, il est bien écrit par la Sénat elle-même que les entreprises invitées sont Tourné, Gutenberg, Minute et Top Offset. Curieusement, lorsque le 14, la lettre d'invitation est partie le 11 mars. Le 14 mars, toutes les structures devaient déposer leurs offres. Il se fait que le 14 mars, l'imprimerie Minute a reçu un courrier du président de la Sénat qui lui dit que son invitation est annulée. Et c'est une autre entreprise, Afrique Communication, qui reçoit l'invitation à soumissionner ce même jour, 14 mars, et qui dépose son offre le même 14 mars. Bon, il s'est passé quoi là? Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en temps pour que Minute disparaisse et Afrique Communication se retrouve dans le jeu? La Commission a cherché à comprendre. Lors de leurs investigations, les membres de la Commission se sont fait dire par la Sénat que l'imprimerie Minute n'a pas été invitée à soumissionner. Mais lorsque les membres de la Commission ont rencontré les responsables de l'imprimerie Minute, ces responsables ont dit que l'imprimerie Minute a été bel et bien invitée. Ils ont même exhibé la lettre d'invitation. Mais ils ont fait comprendre que c'est le jour où ils devaient déposer les offres que, curieusement, on leur dit qu'ils ne sont plus concernés et qu'ils ont demandé à ce qu'on leur rembourse alors les frais d'achat du DAO. Donc, à ce niveau, il y a un flou qui ne s'explique pas aussi. Lorsque je quitte ces aspects, il y a l'aspect fonctionnement de la régie de la Sénat, qui est également une grosse nébuleuse. Ah ouais. Une grosse nébuleuse. D'après le rapport. D'après le rapport. Parce que le rapport a relevé beaucoup d'irrégularités. Je vais citer pêle-mêle. Très rapidement, parce très que rapidement, la parole, ça, c'est que ici. Très rapidement, il n'y a pas d'ouverture de livre-journal. Les écritures sont passées sans support. Le régisseur n'a jamais prêté serment. Alors que l'arrêté de nomination, l'arrêté qu'il a nommé, lui exige de prêter serment devant le TPI. Il n'a jamais prêté serment. Il n'a jamais prêté serment. Les pièces justificatives des dépenses de 2014, 2015 et 2016 sont encore en cours de régularisation en 2018. Alors que les tests disent que 30 jours après la clôture de l'exercice, tout ça doit être déposé à la direction générale du Trésor.
il y a des dépenses exécutées sans aucune pièce comptable, ainsi de suite. Et pour couronner le tout, toujours au niveau du régisseur, lorsque les enquêteurs ont cherché à voir l'encaisse, c'est-à-dire que ce que le régisseur a en caisse, lorsqu'ils ont comparé ce qui est effectivement dans la caisse et ce qui devait normalement s'y trouver, ce qui se trouve sur les papiers, ils ont remarqué qu'il y a une différence de 1,526,829,410 francs. Et sur ce montant, le régisseur a justifié 1,506,921,937 francs. Ça veut dire que il y a un gap qui n'a pas pu être justifié du tout. Et sur le montant justifié, la commission a accepté 1,272,063,193 comme régulier. Ce qui fait qu'au total, il ressort un manquant de caisse de 254,766,217 francs. Donc, au jour où la commission a envoyé son rapport au président de la Sénat, voilà le trou qu'il y avait dans la caisse du régisseur. Donc voilà autant de régularités. Il y en a d'autres, hein, je n'ai pas tout cité. On va y revenir. On va y revenir. Mais dites-nous, Deli Dodino, vous avez écouté notre invité Clotaire Olehide, vous avez pu avoir en fait peut-être des éclaircissements sur ce qui se passe, toutes ces rumeurs au sujet de la Sénat. Apparemment, comme dirait l'autre, c'est quand même du lourd. Du lourd, on est en train de parler de 254 millions. D'abord, la question que je voudrais poser, pourquoi avoir attendu d'être renvoyé avant d'agir? C'est la question que je pose d'abord à l'invité. Merci beaucoup. J'ai dit tantôt que nous avions agi même avant de quitter la Sénat. Parce que les membres de la Sénat actuelle sont arrivés en juillet 2014. Nous étions dans la maison. Ils nous ont laissés dans la maison jusqu'en 2016, jusqu'au lendemain de la présidentielle de 2016. Et durant cette période, il y a eu beaucoup de remous dans la maison. Nous avons dit certaines choses sur les ondes. Nous sommes passés aussi sur Soleil FM à l'époque pour dénoncer. Et parallèlement à notre passage sur les ondes, nous avions écrit à certaines structures. Et donc, je peux vous répéter encore que tous ces écrits dont je vous parle, que ce soit à l'attention des juridictions, des ministères, ainsi de suite, cela s'est fait au moment où nous étions dans la maison. Vous pensez que c'est... N'ayant pas les preuves en main de ce qui est irrégularité financière, nous avions évité d'en parler pour ne pas être rattrapés plus tard. Vous pensez que c'est parce que vous étiez donc à faire ces genres d'action-là, parce que vous étiez gênant, que vous avez été bouté dehors? Mais nous l'avions dit à l'époque. Nous l'avions dit dans nos sorties à l'époque. Oui, du lourd. Et c'est de façon générale, hein, dans nos administrations, très souvent, on accuse l'administration de ces difficultés-là, un peu de corruption par ici, dépassement de caisse, dépassement budgétaire, des primes, on organise des séminaires, des sessions, des plénières parce qu'il y a des primes à payer. Peut-être c'est prévu dans les tests 8 jours, on prévoit 10 jours quelque part. C'est comme ça, malheureusement, fonctionne l'administration béninoise. Parce que les cadres trouvent toujours la formule pour quand même se couper un peu sur le dos de ce qui est prévu. C'est ceux qui n'ont, les membres de la Sénat, peut-être ne se disaient pas que l'IGE allait faire un séjour. L'IGF, du moins, ça allait faire un séjour au sein de l'institution. Le gap, 250 millions, posté à 766 000 qui manquent dans les caisses du régisseur. D'abord, je tiens à louer la démarche qui consiste vraiment à faire venir les personnes, l'institution appropriée pour faire le travail. Et c'est vrai, le rapport, de façon globale, n'est pas encore déposé. Les conclusions de ce rapport ne sont pas encore disponibles, mais ce sont les constats. Ah non, le rapport est déposé, hein, Nelly. Le rapport a été déposé. Oui, je parle de la conclusion de l'IGF. Oui, le rapport est disponible. C'est de ça qu'est tiré ces éléments cités. D'accord. Donc, j'ai cru entendre que le rapport n'est pas encore disponible. Ce sont des faits, des constats pour le moment. Et je voudrais tout simplement dire que c'est comme ça au Bénin. Aller dans d'autres institutions, aller dans l'administration. Je me rappelle le professeur Tokman qui dit...
Au Bénin, on a comme l'impression que ce n'est que les ministres et députés ou bien qui détournent. Quand on parle de détournement, on ne voit que les ministres. Mais en réalité, aller au sein de l'administration, voir comment ça fonctionne, voir comment, quand on parle des cadres béninois, comment ça marche. C'est juste pour dire c'est un mal qui nous gangrène et ce dont je crains, parce que nous sommes à quelques mois des élections et que l'équipe de la Sénat se retrouve à la BEF pour y répondre et peut-être se retrouverait, je parle au conditionnel, devant la CRIET, la Cour de répression des crimes économiques, et nous allons nous retrouver dans, je sais pas, cette situation qui peut-être va profiter à ceux qui pensent que c'est pour mettre d'autres personnes à la tête de la Sénat que ça a été fait. Au moins, ça rassure le Béninois de savoir que ce n'est pas le gouvernement qui a souhaité que l'IGF fasse un tour, mais plutôt un collectif de ceux qui ont été renvoyés et que le travail a commencé depuis plus d'un an. Et finalement, nous avons les conclusions. J'espère qu'ils auront aussi les moyens de défense et pourront justifier de tout ça. On va revenir sur cet aspect tout à l'heure. Alphonse Moïsoudi. Moi, le document que j'ai lu, c'est relevé des observations. C'est un relevé. C'est le relevé des observations. Ça veut dire quoi? Que c'est le constat qui a été fait sur le terrain. On va soumettre le document acquis de droit, notamment les personnes concernées, pour voir, ils vont voir si leurs déclarations sont conformes à ce qui est consigné. Mais moi, quand j'ai lu le document, là, j'ai dit, le détournement a été intentionnel. Je vous dirai pourquoi. On vous envoie un régisseur. Les tests disent qu'il doit prêter serment devant un tribunal. Et aucun membre de la Sénat n'a relevé cela. Vous deviez insister pour que celui-là respecte les textes qu'il envoie dans l'institution. On s'est tu. Mais quand j'ai parcouru le document, j'ai vu quelque part 336 menus dépenses. Oh Dieu. 336 menus dépenses. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça implique? Non, écoutez, on ne peut pas aller jusqu'à ce nombre de menus dépenses. On dit c'est 100 000. Et puis, on n'a pas respecté encore l'orthodoxie qu'il faut adopter dans ce cas-là. 336 cas de menus dépenses, c'est trop pour l'institution. C'est quoi? C'est que dans l'élaboration du budget, on veut me dire qu'on n'a pas tenu compte d'un certain nombre de réalités. Parce que quand on parle de menus dépenses, c'est ce qui n'est pas prévu et qui n'est pas d'un montant élevé. Parce qu'au niveau des menus dépenses, il y a un seuil. Je peux vous dire que sur les 336 menus dépenses, il y a 8,37% qui dépassent le seuil de 100 000 francs fixé et il y a 20% qui ont été fractionnés alors que c'est interdit par les tests. Donc vous voyez, est-ce qu'on va me dire qu'au niveau de la confection du budget, ceux qui ont élaboré le budget de la Sénat n'ont pas tenu compte d'un certain nombre de réalités? Moi, à mon avis, ça pose un problème. Ça pose un problème dans la mesure où on vous envoie de l'argent, 325 millions, vous n'avez rien fait. On vous dit dépenses de souveraineté, vous n'avez pas demandé, on vous donne et vous prenez. Ça veut dire quoi? Celui qui vous a donné ce montant-là attend de vous un certain comportement, notamment faciliter l'élection de son candidat. Je me permets de le dire parce que c'est le ministre des Finances. Ce n'est prévu dans aucun document qu'on envoie 325 millions à des gens avec une clé de répartition. Ça veut dire quoi? Que ce n'est pas au niveau de la Sénat que les gens se sont partagés l'argent. L'argent est venu avec la clé de répartition. Ça veut dire quoi? Qu'on attend de ceux-là d'avoir un certain comportement. Et nous savons tous aujourd'hui qui était le candidat du ministre des Finances. Je me permets de le dire parce que c'est lui qui a envoyé l'argent. Donc, le régisseur doit comprendre beaucoup de choses. Je suis sûr que si on fouille, moi je ne dirais pas que c'est la chasse à qui que ce soit. Chacun doit payer pour ses péchés. Et j'ai l'habitude de dire, quand vous faites yo-yo avec l'argent de la République, cela vous rattrape. Et quand ça vous rattrape, quel que soit le moment, ça peut être à la veille de l'élection. Si c'est à la veille de l'élection, des législatives qu'on se rend compte que la Sénat qui est là... Cet aspect des choses, on va y revenir. Mais dites-nous, Clotaire Olihide, le document de l'IGF actuellement disponible, est-ce le rapport ou quoi? Merci beaucoup. Le document qui circule sur les réseaux sociaux, comme M. Moïse Soudou l'a dit, c'est un relevé des constats fait par l'IGF. Mais ce relevé des constats a été envoyé au président de la Sénat depuis le 20 juin 2018.
et lui a été donné jusqu'au 29 juin pour réagir. Ça veut dire que entre le 29 juin et aujourd'hui, le président de la Sénat a déjà réagi. C'est sûr que les inspecteurs ont finalisé leur rapport et ont dû déposer à qui de droit, c'est-à-dire au ministre des Finances. Donc, le document qui circule n'est pas le rapport final. Ce n'est pas le rapport final, mais le rapport final doit se trouver sur la table du ministre des Finances. Alors, vous avez parlé, chacun de vous a parlé ici du régisseur. Le régisseur qui, si mes informations sont justes, serait en prison actuellement, non? Non. Le régisseur, en tout cas pour les informations que j'ai, ne serait pas encore en prison, mais a été déjà écouté dans le cadre, au niveau judiciaire, je veux dire, dans le cadre d'une autre enquête qui, j'allais dire incidemment, a rattrapé la Sénat. Une enquête évoquée en Conseil des ministres. Exactement. Il y a quelques jours. Il y a quelques jours. Enquête qui ne concernait pas du tout la Sénat en réalité, mais qui concernait le CNPMS, le Centre national de production des manuels scolaires, qui a gagné un marché de production plutôt un marché de fourniture, de confection de procès-verbaux en 2016. Et au cours d'un audit qui a été fait au niveau du CNPMS, il a été relevé qu'il y avait un déficit au nombre desquels un montant de 5 millions qui ne se justifiait pas. Et le directeur du CNPMS, pour justifier ces 5 millions, a dit que ça a été remis au cadre et à certains membres de la Sénat sur le marché. Vous avez reprimé un mot, ristourné. Oui, je l'ai retiré plus tard parce que pour ne pas dire de bêtises. Mais dans tous les cas, c'est que les 5 millions ont été redistribués à certains membres et cadres de la Sénat. Donc, sur ce dossier, le directeur du CNPMS est en prison. Certains membres de la Sénat, cadres de la Sénat, y compris le régisseur, ont été écoutés au tribunal de Porto Novo. Et donc, c'est sur ce dossier-là que je sais qu'il y a eu des interpellations. Mais sur le dossier relatif à l'inspection générale des finances, je ne sais pas, je ne peux pas affirmer que le régisseur est en prison. À l'état actuel des choses, qui sont les premiers responsables, on va dire, concernés par cette affaire? Bon, moi je ne suis pas bien placé pour dire qui est responsable. Nous, comme je l'ai dit, non, mais il a des faits, on peut raccorder les faits à des personnes selon les responsabilités, la répartition des responsabilités. Et c'est sûr que dans le rapport définitif de l'IGF, ces responsabilités ont dû être situées. Ça se trouve certainement dans le rapport définitif. Nous, lorsqu'on lit ce qui a été relevé comme irrégularité, il est évident à première vue que le régisseur a une grosse part de responsabilité. De l'autre côté, celui qui est en charge de la gestion des finances de la Sénat, c'est bien le coordonnateur du budget. Donc il serait vraiment extraordinaire que le coordonnateur du budget ne se retrouve pas, tout au moins, écouté dans ce dossier-là. Et lorsque vous quittez le coordonnateur, la Sénat a un ordonnateur. Le président. Évidemment. Il ne devrait pas y avoir de dépenses, de décaissement à la Sénat sans que l'ordonnateur ait apposé sa signature. Donc, il serait difficile de justifier l'implication du régisseur, du coordonnateur du budget sans parler de l'ordonnateur. Et il y a d'autres faits qui sont relevés dans le rapport, en tout cas dans le document dont il est question, et qui incriminent entre griffes également la vice-présidente de la Sénat. Quel fait, par exemple? Par exemple, il y a deux principaux. Le premier, c'est par rapport à une mission qu'elle aurait effectuée aux frais de la CEDEAO. Une mission à l'extérieur. Et lorsque les tests disent que lorsque vous effectuez des missions à l'extérieur, lorsque les frais de mission sont pris en charge par une institution internationale, s'il y a une différence entre ce que l'institution a pris en charge et ce qui est prévu dans les documents, dans le décret qui fixe les frais de mission à l'extérieur, eh bien, à l'interne, c'est-à-dire la Sénat, doit payer la différence. Alors, la VP aurait été à une mission sur le compte de la CEDEAO, et sur cette mission, il lui a été payé une différence
de 450 000 francs par le régisseur de la Sénat, mais le régisseur n'a pas été capable de produire à la commission la preuve de ce que... La décharge au moins. Non, il n'a pas présenté la preuve de ce que cette différence se justifie parce que la CEDEAO n'aurait pas pris entièrement en charge. Donc le régisseur devait s'assurer déjà que la CEDEAO n'a pas pris en charge l'entièreté des frais de mission avant de payer différencia. Mais il n'a pas pu en apporter la preuve. Le deuxième fait troublant, bon là c'est pas directement lié à la vice-présidente, mais c'est que la vice-présidente aurait en 2016 bénéficié d'un montant de 500 000 francs comme frais d'assistance pour le décès de son papa à l'époque. Et ces frais ont été justifiés, ont été régularisés finalement en août 2017 par le président de la Sénat qui a pris une décision dans ce sens, alors qu'une telle dépense n'est prévue nulle part dans les tests et dans le budget de la Sénat. Donc il y a certains faits comme ça qui incidemment touchent à l'un ou l'autre membre de la Sénat. La vice-présidente, c'est la magistrate absolument, à la absolument. Sénat. De sorte qu'il reviendra finalement à ceux qui ont travaillé, les inspecteurs qui ont travaillé, d'indiquer tout au moins les responsabilités éventuelles en tenant compte de tous ces faits-là et peut-être finalement à un juge d'établir définitivement les responsabilités. Voilà pour les faits, mais même si le pouvoir ne l'a pas commandité directement, on ne peut s'empêcher de comprendre que c'est une opportunité pour le pouvoir qu'il ne fait pas de mémoire. Ici, je suis venu pour vous exposer des faits. Ah non, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Les faits. Non, oui. Non, je viens. J'ai exposé des faits. Et j'ai insisté pour dire que la plupart des irrégularités qui ont été relevées par l'IGF, nous avions déjà fait ces constats-là. Et c'est nous qui avons, disons, déclenché le processus. Donc, je ne crois pas que ce soit juste que certaines opinions disent que c'est le pouvoir qui est derrière le pouvoir, qui a téléguidé. Maintenant, si vous êtes à un poste de responsabilité, comme M. Moïse Soudé l'a dit, et que vous jouez avec les frais de l'État, et qu'on s'en rend compte, mais si vous devez en répondre, vous allez en répondre. Si ça doit vous faire partie, ça vous fait partie et d'autres prendront la place. Ces autres-là, sont-ils favorables à X ou à Y? Moi, je ne voudrais pas le savoir. L'essentiel, c'est que les règles en la matière soient respectées. Bon, vous allez y arriver autrement. Vous êtes juriste, Clotaire Olekidi. Oui. Vous êtes juriste. Oui. En fait, que disent les textes en l'état? Qu'est-ce qui devait advenir si les membres de la Sénat étaient coupables? Oui, s'il est avéré qu'ils sont coupables, le Code électoral a prévu ce cas-là. Le Code électoral a prévu que le président de la République saisit l'Assemblée nationale qui les a désignés et que l'Assemblée nationale les remercie. Et donc, si les faits sont prouvés et qu'ils sont coupables, c'est que si on doit respecter la loi, c'est que ceux qui sont coupables doivent être virés. Et dès que ça va être fait, c'est qu'ils seront remplacés conformément au code électoral. Et ce code électoral n'a pas varié en ce qui concerne la désignation des membres de la pour la majorité et un magistrat. Donc fondamentalement, ça ne changera rien à l'équilibre qui a existé à la Sénat depuis 2014. Et donc je ne vois pas fondamentalement pourquoi ça profiterait à X ou à Y. Oui, mais si Emmanuel Tiando était favorable au pouvoir, est-ce qu'il aurait eu vent de cette affaire? Est-ce que ce serait sur la place publique aujourd'hui? Là, vous rentrez dans des spéculations que je me refuse à suivre. Ah, non. Parce que vous êtes acteur politique par ailleurs. Oui, justement. Je vous ai présenté ainsi. Oui, c'est vrai. Et proche du pouvoir. Et vous comprendrez que je ne viens pas faire des débats politiques à la radio pour parler précisément de X ou de Y. Moi, je fais des constats sur la base de ce que j'ai lu. Pour le reste, les débats politiques se feront là où ça doit se faire. Vous préférez aller faire ça dans le coulisses? Si par hasard ça advenait. Alphonse Moïse Soudé, on peut dire que c'est pas gratuit quand même tout ça. Vous savez, ça peut ne pas être gratuit. Mais ils ont osé, ça les rattrape. Parce que même si le pouvoir en place n'est pas favorable au président de la Sénat, on va chercher la petite bête. Et la première bête qu'on trouve, c'est que vous avez perçu indûment des sommes auxquelles vous n'avez pas droit. 100 millions pour le président, 50 millions pour les autres. Ça, c'est à quoi? Ça veut dire quoi? Que directement, on va interpeller le ministre des Finances. Donc, rien que ça, déjà, amener à l'effacement. Si je laisse les autres cas
Je laisse les autres cas. Et je prends, par exemple, les 325 millions avec la clé de répartition envoyée par le ministère des Finances. Ça répond à quoi? Ça ne répond à rien. Et les intéressés ont quand même, n'ont pas rejeté les montants, ils ont encaissé. Donc déjà, sur ce point-là, on pouvait déjà les accuser. Vous avez perçu des sommes. Pourquoi? Peut-être cette tentative de corruption. Oui, mais justement, sur ce fait précis, les 325 millions de francs CFA, à ce contexte-là, entre deux élections, est-ce autre chose que l'achat peut-être de... Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, celui qui a envoyé les sous, le ministre des Finances, avait un candidat qui était sur la liste. Et par rapport, donc on parle de domaine de souveraineté. C'est une façon de dire, vous avez le pouvoir de décider. Personne ne vous empêche de décider. Donc en plus, ça portait bien son nom. Oui. On dit, vous avez le pouvoir de décider, vous êtes souverain. Et moi, je vous encourage à être souverain. C'est-à-dire que ça, c'est une tentative de corruption. Et les autres n'ont pas résisté à la part, ils ont empoché. Sur ce seul point-là, déjà, on peut les incriminer. Ils sont coupables. Oui, sans vous interrompre, est-ce que tous les membres de la Sénat avaient perçu cet argent, cette somme-là? Bien sûr. Tous. Bien sûr, je vous ai tous dit, les 5. C'est 325 millions, ça fait 100 millions pour le président, 50 millions pour chacun des 4 autres membres, et 25 millions pour la CEP Sénat, ça fait les 325 millions. Oui, ils ont tous perçu. Donc, déjà, si moi je m'arrête à ce niveau-là, ils sont déjà coupables. Ils sont déjà coupables. Donc, aujourd'hui, même si on trouvait la main du pouvoir derrière, c'est qu'ils ont donné l'opportunité à des gens de les abattre. Ils ont baissé la garde, comme on dirait en mode. Ils ont baissé la garde, et puis l'autre a envoyé un uppercut, et puis ils vont tomber. Ah oui, Nelly Doyino, ne tombez pas. Non, pas du tout. Je suis bien assise. Frais de souveraineté. Et ça a été créé par le ministre des Finances pour leur permettre d'être plus ou moins souverains quand ils vont vouloir décider ou trancher. D'abord, moi, je ne parlerai pas tout de suite de corruption. Je parlerai plutôt de l'influence. Puisque ça a été créé, même si c'est pas légitime, c'était légal. Si c'était pas légitime, mais c'était légal. Parce que c'est le ministre des Finances qui, dans son ordonnancement, a créé un frais de souveraineté. Est-ce que c'est légal quand ça n'existe pas dans la loi, dans les textes? Et ce n'est pas prévu par le budget de la Sénat. De la Sénat. J'en viens. C'est extra budget. J'en viens. Nous sommes en train d'exécuter la loi de finances 2018. Tellement on en a créé de tasses que personne n'en parle. C'est la République qui fonctionne comme ça. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je parlerai plutôt d'influence. Le budget de la Sénat n'a pas prévu. Le ministre des Finances, avec peut-être son président, se sont dit, bon, ces messieurs, on a besoin de leur donner un peu plus de moyens. Même si ce n'est pas prévu, il faut leur octroyer. Et le côté arrivé, chacun sait déjà sa part. On se partage le gâteau. C'est ça la République du Bénin. En quoi ça vous étonne? Même si nous sommes d'accord que ça touche à l'éthique. C'est en cela, je dis, ceux qui ont perçu, s'ils étaient libres et qui faisaient foi en leur travail et appelaient à l'éthique, ils allaient dire non. Pourquoi vous m'envoyez tel montant? On allait leur expliquer les raisons à quoi servira cet argent. Mais ils ont accepté parce que c'est la République qui est comme ça. Vous imaginez que, vous pensez que dans l'administration c'est comme ça? Et il faut changer les choses. On ne va pas se résigner. La République est comme ça, mais la République doit punir. On ne doit pas continuer. Je n'ai pas dit qu'on ne va pas punir. Parce que nous étions entre deux élections. C'est ça, le ministre n'avait aucune motivation à donner ça s'il ne visait pas. Ce n'est pas que je dis que je suis d'accord. La République fonctionne comme ça. Maintenant, les têtes vont tomber. Ça, c'est clair. On va punir. Et aller plus loin. Nous allons commencer par regarder de près. Elle dit, un collectif vient de dénoncer quelque chose, a saisi l'autorité. Je pense que aussi dans les autres administrations, dans les autres structures, on doit pouvoir faire pareil. Parce que quand vous sentez des malversations, quand vous sentez que c'est une personne qui est tout le temps dans les missions, moi, je suis gênée d'entendre que pour des montants de 400 000, de 500 000, des personnes de ce niveau sont citées. C'est juste
que je me dis c'est de la complaisance parce que c'est l'État, c'est l'argent de l'État, on met de la main dedans, bon c'est rien du tout. Tout comme si ici à Radio Soleil, quand quelqu'un est éploré ou il y a un événement heureux, on ne va pas mettre la main dans la caisse de Jeanne quelque part, ou bien de Yannick. On se cotise de l'argent pour soutenir cette personne-là. On va écouter encore Clotaire Olihide. Dites-nous, malgré l'argent, malgré que chaque membre ait perçu cet argent-là, le pouvoir de Boni Yayi a tout de même perdu ses élections. En tout cas, la présidentielle, un peu les législatives. Oui. Vous qui étiez à la Sénat, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi ça n'a pas fonctionné alors? Non, je voudrais faire la démarcation entre les deux débats. Le débat de la victoire aux élections et le débat de la gestion des moyens mis à la disposition. Pour vous, dans le cas à votre avis, cet argent-là envoyé dans cette période-là, ça pourrait être... pourquoi servir à quoi? Vous savez, je veux me garder. Sans langue de bois. Non, justement, je veux me garder de porter des jugements de valeur. Non, simplement parce que... Est-ce que des jugements de valeur ne vous traversent pas là, quand vous apprenez ça? Oh, oui, mais je préfère les garder pour moi. Je préfère les garder pour moi parce que vous l'avez dit, vous l'avez répété, je suis également acteur politique. C'est pas le Clotaire. Et lorsque... Non, attention justement. Le Clotaire qui est ici ce soir, ce n'est pas le Clotaire que vous aviez devant vous. Mais vous n'êtes pas non plus un enseignant ou un membre de la commission. Vous savez, avec la casquette d'acteur politique que j'ai aujourd'hui, lorsque je vais dire ça a servi à ça, ou ça non plutôt c'est plutôt à ceci, on peut rapidement dire ah il est venu régler des comptes, ah c'est parce que c'est pourquoi je veux me garder de rentrer dans ce débat là. Le débat que je veux faire ce soir, c'est le débat de la gestion du personnel et des ressources humaines et financières par les membres de la CEDA. Maintenant, est-ce que parce qu'ils ont pris cet argent là pour pouvoir tripatouiller les résultats, est-ce qu'ils n'ont pas pu réussir parce qu'il y a eu des contingences externes, parce qu'il y a eu d'autres facteurs? Tout ça est possible. Mais ce n'est pas à moi de le dire. Ceux qui sont habilités à le dire le feront lorsqu'ils auront étudié tous les documents qu'ils ont à leur disposition. Sans prendre la défense d'Emmanuel Tiando ou des 4 autres, il n'y a pas de cours qui soit propre, on peut le dire. On veut promener la main dans une cour, on ramassera toujours des brindilles de ceci ou de cela. Mais est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas en train de préparer l'opinion à ce que, bon voilà, des gens sales qui ne méritent pas, n'est-ce pas, d'être là à organiser des élections? Est-ce que, en fait, politiquement, ce n'est pas pour ça? Malgré vous allez répondre. Non, ça dit que, est-ce que tout ce que j'ai dit tantôt et qui a été relevé par le rapport de l'inspection de l'IGF, est-ce que cela ne relève pas d'une certaine réalité? C'est du factuel. En fait, j'ai présenté du factuel. Je suis d'accord. Lorsqu'on a fini de présenter le factuel, chacun peut aller dans ses interprétations. Chacun peut aller de ses appréciations. Si moi, qui suis venu présenter le factuel, je rentre encore dans des appréciations politiques, ça risque de brouiller le message. C'est pour ça que ce soir, je ne souhaiterais pas me prononcer sur les aspects politiques de ce débat. Alphonse, ça viendra peut-être. Alphonse Maurice Oudé, n'est-ce pas une préparation psychologique de ce qui s'en va peut-être se passer? Non, vous savez, il faut retenir que Tiando Emmanuel a été proposé par le régime Boni Yayi. Il faut le retenir d'abord si nous allons faire les interprétations. Il était là, Boni Yayi a échoué, du moins son candidat a échoué. Tout à fait. Et vu tout ce qui se disait, heureusement que le code a dit désormais les anciens présidents seront candidats sans aux autres formes de procès. Et l'interprétation que j'en fais, c'est qu'on peut dire, bon, Tiando, étant donné qu'il a été proposé par Boni Yayi, pouvait arranger les résultats au profit de son mentor. Et par conséquent... Est-ce que c'est peut-être pas l'intégrité? Peut-être... Oui. Mais est-ce que c'est pas l'intégrité ou la réputation d'intégrité donc de Tiando qui peut-être générait? On peut pas faire l'analyse dans... Tout à fait. On va dire, voilà, un monsieur qui n'est pas facilement manipulable. Est-ce qu'il pourrait arranger les choses en notre faveur? Et par conséquent, cherchons la petite bête. Et c'est pourquoi je dis, s'il n'y avait pas ces cas-là, et que Emmanuel Tiando n'avait même pas pris les 100 millions, je crois qu'il serait pris. Aujourd'hui, on a cherché, on a trouvé. Ça veut dire quoi? Que quand les faits vont s'avérer, quand le côté juridique sera abordé et qu'ils seront désignés coupables,
l'Assemblée, comme le dit le Code, va les remplacer. Et là, bon, on m'a dit qu'ils se sont offerts un sacrifice parce qu'ils ne savaient pas que ça allait les rattraper. Peut-être en agissant, c'était de bonne foi. Mais celui qui vous veut, il cherche toujours à savoir, mais celui-là qui chaque fois fait le malin, est-ce qu'il est propre? Fouillons un peu dans sa cour. Et comme vous le dites, quand on fouille dans la cour, quand on promène ça, mais on ramasse des détritus. Et c'est ce qui se passe. Maintenant, les interprétations politiques vont commencer. Nous sommes à quelques mois des législatives. Et les gens n'auront pas tort de dire que certainement que le président de la Sénat n'est pas favorable au pouvoir en place. Et par conséquent, il faut l'enlever. Les gens n'auront pas tort de faire cette lecture-là. Parce que celui qui est là avait été proposé par l'ancien président. Et l'ancien président Boni Yayi a des velléités de présenter une liste aux prochaines législatives. Donc, il faut que nous soyons prudents. Est-ce que celui-là... Oui, mais on peut penser aussi que c'est pour avoir sa Sénat à lui que cette affaire survient aujourd'hui. Ce raisonnement n'est pas exclu. C'est pourquoi j'ai dit, chacun, vous savez, nous sommes dans un schéma aujourd'hui où on tente de maîtriser toutes les institutions. On tente d'avoir avec soi les institutions pour mieux gouverner. Donc, forcément, si je sens que ceux qui sont là ne me sont pas favorables, ne m'empêchez pas de faire le nettoyage. Et le nettoyage a commencé. Vous voulez enfin parler? Non, je veux juste me permettre de relever quelque chose dans ce qui a été dit. C'est que le fait même que éventuellement ou incidemment les membres actuels viendraient à être remplacés par d'autres ne garantit pas forcément que le pouvoir en place aurait le contrôle de la Sénat. Parce que je vous ai dit, à la Sénat, tel que les gens sont désignés, c'est 2 par la mouvance, 2 par l'opposition et 1 magistrat. Mais théoriquement, la mouvance d'aujourd'hui, en tout cas Boni Yayi, compte 0 membre à la Sénat. Vous êtes d'accord aussi? Non, attention. En 2014, quand les membres de la Sénat étaient désignés, il y avait les 2 du pouvoir. C'était le président Tiando et M. Moïse Bossou, paix à son âme. Il y avait les 2 de la minorité, le coordinateur de M. Fassinou et M. Rumbedi, Freddy, et puis la magistrate. Donc, à l'époque, le président Tiando a été élu. Aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, M. Bossou est décédé, mais M. Tiando est toujours là. Il n'est pas encore en place. M. Tiando est toujours là, il a été désigné par Boni Yayi. Donc, M. Boni Yayi a toujours quelqu'un à la Sénat. Voilà. Donc, ne dites pas qu'il n'y a personne. Mais c'est ce que je parlais de Patrice Talon. D'accord, vous aviez dit Boni Yayi, c'est pour ça que j'ai relevé. Non. Patrice Talon ne compte personne à la Sénat aujourd'hui, officiellement, le pouvoir. Il n'a désigné personne. Oui, c'est parce que vous voulez rattacher les membres à la personne de Patrice Talon. Non, mais on est en politique. La Sénat, même si elle reste une institution arbitre, voilà, c'est une institution d'enjeu également. Non, reprenez les 4 qui sont là. Les 4 qui sont là actuellement. Vous avez M. Fassinou et M. Freddy et Rumbedi qui sont proches, qui ont été désignés par des partis qui sont aujourd'hui de la mouvance présidentielle. Même ça, c'est compliqué. Voilà. Je dis qui ont été désignés par des partis qui sont aujourd'hui de la mouvance présidentielle. Donc, sauf à vouloir forcément rattacher à la personne de Patrice Talon, c'est que la mouvance a 2 personnes à la Sénat aujourd'hui. Et la mouvance d'aujourd'hui. Absolument. Et M. Bossou, qui est décédé, va être remplacé, on ne sait pas encore par qui. En tout cas, c'est le pouvoir, c'est la mouvance qui choisit. Bien. Donc, ça ferait peut-être 3 pour la mouvance Patrice Talon d'aujourd'hui. Est-ce que ce schéma-là n'arrange pas plus le pouvoir que le schéma de reprendre tout en courant le risque de se retrouver avec 2? C'est pourquoi je dis... Et l'élément de la résistance, c'est l'élément de l'intégrité. Oui, le magistrat. Le magistrat, aujourd'hui, moi, je ne veux pas me permettre de le classer quelque part. C'est elle qui s'appelle l'intégrité là-bas? Vous avez dit l'élément de... C'est elle qui n'appartient ni à la mouvance. Non, je ne parlais pas de ça. Je parlais de l'élément résistance. Résister donc aux pressions, résister à l'argent. Non, qu'ils aient été désignés sous Boni Yayi ou sous Patrice Talon, s'ils veulent résister, résisteront. S'ils ne veulent pas résister, résisteront pas. Si par exemple, c'est de lui qu'on parle souvent en parlant de cela, Emmanuel Tiando devait résister, ça ne ferait pas l'affaire non plus du pouvoir. Vous connaissez quelqu'un sur qui il s'est écrit qu'il résiste forcément à tout. Donc il n'y a personne qui résiste. La preuve, si on peut appeler ça preuve.
vous avez dit nous avons tous vu qu'il a pris quelque chose Vous qui ne lui était pas dû. Vous commencez à faire des commentaires. Non, pas du tout. Mais c'est pour vous dire que l'élément résistance est totalement relatif. C'est totalement relatif. Et si on veut parler en termes d'intérêt politique, moi je dirais que le schéma actuel arrange plus le pouvoir que le schéma remplacement des membres de la Sénat. Mais je ne suis pas sûr que si il faut qu'il joue les faits étaient avérés, qu'on n'aille pas à un remplacement. Il faut qu'il joue la carte tout pourri aussi pour pouvoir avoir les coups de franche. Bon, malheureusement, c'est pas lui qui joue la carte tout pourri. La situation est là, on prend acte et puis il faut prendre les décisions qui s'imposent, c'est tout. Nelly Dodinou. Oui, 254 766 217 francs CFA. C'est le gap. Dans la caisse. Dans la caisse, c'est ce que le régisseur n'arrive pas à justifier. Et le vent souffle au niveau de la Sénat et peut-être va emporter toute une équipe pour 254 millions de francs CFA. Non. Je n'ai pas dit peu, c'est beaucoup comme argent. Non, écoutez. D'accord, finissez, je vais réagir après. Va emporter tout ce monde-là. Parce qu'à un moment donné, il y a eu des moments de faiblesse. Devant l'argent, ils n'ont pas pu résister. Ils n'ont pas résisté à l'influence peut-être des personnalités. Et malheureusement, cela arrive. Et je dis que ça interpelle tout le monde. Tous ceux qui travaillent dans l'administration à un poste donné, que nous devons faire notre travail avec probité. Je pense que la Constitution l'a dit également. Et le reste, c'est de savoir quand est-ce qu'on joue. Parce que vous êtes avec le pouvoir quelque part. Le pouvoir ne dure pas. Hein. Il a son temps, il passe. Et après, c'est un autre. Et celui-là viendra pour vous demander des comptes, pour évaluer votre gestion. Et je pense que les membres de la Sénat, pas forcément ont des choses à se reprocher. Si le rapport est déposé, on pourra avoir une idée claire de ce qui se passe. Mais en dehors des poursuites, moi, je veux savoir comment allons-nous gérer cette crise-là. Parce que c'est une crise. Parce que si nous sommes à 6 mois des élections, ou 6 mois ou plus, et qu'il va falloir, parce qu'il faut qu'ils répondent de leurs actes, peut-être, vu la célérité avec laquelle les choses se font quand il s'agit de punir la corruption sous le président Talon, peut-être, ils vont se retrouver devant la cour, une décision va tomber et il faut reprendre les choses. Moi, je suis plutôt dans la logique de reprendre les choses. Je ne fais pas de calcul parce qu'il faut forcément avoir quelqu'un. On a déjà la Cour constitutionnelle avec soi, il faut qu'on ait la Sénat, on a déjà l'Assemblée nationale avec soi, donc on a... C'est tout un alignement. On a déjà le code électoral. On a aussi le code électoral avec soi. On a la Sénat avec soi. On a la Cour constitutionnelle. On a l'Assemblée nationale. Donc, du coup, on a tout avec soi. Ce qui, je ne dirais pas garantit qu'on gagne les élections, mais quand même, vous met en avance sur vos... On va laisser rapidement Clotaire Ligne réagir sur cette... Non, je voulais réagir tout à l'heure sur le fait que Madame Dodinou disait que pour 254 millions seulement... Je n'ai pas dit seulement. Bon, parce que je voulais dire... Elle dit, j'apprécie le montant. D'accord. Donc, c'est pour dire que le montant pour moi n'est même pas le plus important. C'est l'acte. Exactement. C'est l'acte et c'est la série d'irrégularités qui ont été relevées. Je vous ai dit, ce n'est qu'une partie que j'ai exposé ici. Il y a beaucoup d'autres choses. Donc, ces actes-là, au-delà même du montant, sont, de mon point de vue, pas orthodoxes du tout. Donc, pour moins que ça, on devrait quand même réagir. Ils vont donc, répondre. c'est pour ça que je voulais réagir tout à l'heure. Maintenant, pour ce qui est de la suite, c'est-à-dire que si le processus aboutissait à maintenir ou à faire partir les membres de la Sénat actuelle, dans tous les cas, il y aura des membres pour organiser les élections. Est-ce que, dites-nous, à la Sénat, vous qui avez passé quelques années là-bas, est-ce qu'on peut y passer et gérer de manière orthodoxe vu les intérêts, les types d'intérêts qui passent par là? Mais la Sénat, c'est un organe administratif. Il ne faut pas l'oublier. La Sénat, c'est un organe administratif comme toutes les autres administrations. C'est la maison des pressions aussi, et les pressions, ça peut arriver sous toutes les formes. Justement, et lorsque vous acceptez cette responsabilité, il faut être conscient de ce qui vous attend. Il faut être conscient de ce qui vous attend. D'autres sont passés par là. Il y a eu, c'est pas la première fois que nous avons une Sénat, même si les autres étaient ad hoc. Les autres n'avaient pas aussi une meilleure réputation. Bon, justement, il y a eu des moments où
un président de la Sénat a été destitué dans ce pays. Il y a eu des moments où il a été question de il y a eu ceci, il y a eu cela. Il y a des moments où on a retrouvé de l'argent dans la maison. Voilà, c'est pourquoi je dis la Sénat. Beaucoup d'argent. On peut retrouver de l'argent dans toutes les maisons, c'est d'ailleurs ce qui est souhaitable. Ah bon? En fait. Non, ce qui est souhaitable, c'est que l'argent soit à la banque. Bon, de toute façon, quelle que soit la structure administrative que vous allez prendre, il y aura toujours des possibilités de tricher avec l'administration. Il s'agit pour chacun, au poste où il se trouve, de faire attention à ne pas dépasser ce qui est prévu par les textes. Parce que tout est encadré. Lorsque vous avez un encadrement juridique et que vous vous permettez d'outrepasser ce qui vous est permis de faire, attendez-vous à tout moment à répondre de vos actes. C'est de ça qu'il s'agit et de rien d'autre. Donc je ne peux pas vous dire, oui, on peut passer à la Sénat et ne rien faire de mal. Non, ça ne peut pas. Tout dépend de celui qui est là et de ce qu'il sait qu'il a à faire. Eh bien, Alphonse Oissoulé, vous n'avez plus de temps de parole. Je voulais juste souhaiter beaucoup de courage aux membres de la Criette, parce qu'ils auront beaucoup de clients. Hein. Délai de Dino, pas de mots. Hein. Merci, en tout cas. Merci surtout à Clotaire Oléride, expert électoral, ex-agent du SAP Sénat. Merci donc d'être passé dans ce studio. Eh bien, cette actualité est à suivre. Ghislain Agwangba est à la technique. L'intégrale, c'est fini. À demain.